Pourquoi des candidats qui savent pertinemment, qui ne remplissent pas les conditions, ont quand même déposé leur candidature? L'initiative pour la paix, la sécurité, le développement et la démocratie en Afrique, IPSDDA, était face à la presse de la diaspora africaine le lundi 14 septembre dernier à Paris. Eh bien, je suis le docteur Alexis Diète. Je suis professeur de philosophie, je suis diplômé de l'université de Poitiers et je me suis consacré à la réflexion sur la démocratie depuis une dizaine d'années. Et donc, je suis heureux, j'interviens régulièrement sur le net pour éclairer les problématiques et j'ai créé un site dédié justement à la réflexion sur la démocratie, c'est cda.net. Je suis M. Soumaré Pierre Ali, je suis écrivain, essayiste. Et depuis 2010, je me suis intéressé à ce qui se passe en Côte d'Ivoire après le phénomène de violence massive que nous avons connu. Et depuis, j'écris là-dessus, je fais des contributions comme mon frère Alexis. Donc nous avons pris le cas de la Côte d'Ivoire pour ce soir comme prétexte à une réflexion globale sur ces thématiques de développement, de paix, de sécurité et de démocratie. Nous allons mettre plutôt l'accent. Lors de la conférence de presse, cette émanation de la société civile regroupant des intellectuels africains a longuement épilogué sur les enjeux des prochaines élections présidentielles de Côte d'Ivoire en octobre 2020, tout en invitant l'Afrique à plus de responsabilités. Le résumé de icodi.com. Donc nous avons un problème de culture politique qui est évident dans la manière de comprendre le concept de la démocratie. Parce qu'il faut bien comprendre qu'à ce niveau, nous bénéficions d'un raccourci de l'histoire. Puisque nous rentrons dans des modes, des formes d'organisation qui ne sont pas les nôtres. 50 ans, 60 ans après les indépendances. Bon, nous gardons encore des formes primitives, des formes, je dirais, traditionnelles d'organisation qui sont là, avec l'État moderne. Donc c'est un enjeu fondamental parce que le développement, je dirais la démocratie est un instrument qui a amené beaucoup de peuples au développement. Et quand on pense que la Corée du Sud, un certain nombre de pays émergents étaient au même niveau de développement que le Tchad en 1960. Aujourd'hui, ce sont des pays émergents, ce sont des pays qui se sont affirmés dans le concert des nations. Et l'Afrique est toujours là et nous traînons toujours. Bon, donc, il y a nécessairement un problème, puisque les trajectoires que nous empruntons, les choix que nous faisons, et peut-être que l'un des gros problèmes que nous avons aussi, c'est notre propre culture, notre culture démocratique, notre façon d'appréhender cette nouvelle forme d'organisation de l'État moderne. Le frère Alexis a beaucoup développé là-dessus. Eh bien, comme l'a dit mon frère Soumaré, eh bien, nous devons nous réapproprier la démocratie et en respecter les principes. Et à mon sens, eh bien, ces principes sont des principes universels. Ce sont des universaux. Tout simplement parce que nous sommes des hommes. Et il y a 3 principes incontournables dans la définition de la démocratie. C'est le principe de citoyenneté. Il n'y a pas de démocratie sans citoyenneté. Parce que tout simplement la société est plurielle et que nous devons nous reconnaître sur un territoire commun. Nous devons nous reconnaître une appartenance commune qui transcende nos appartenances ethniques. C'est la notion de citoyenneté qui nécessairement intervient avec la notion d'égalité. Et donc, il n'y a pas de démocratie sans citoyenneté. Être citoyen, eh bien, c'est d'abord me sentir comme sujet de droit par rapport à un État, un pouvoir politique que j'ai choisi librement et eh bien, qui répond devant moi.
Il n'y a pas de démocratie sans citoyenneté. Le deuxième élément, c'est la représentation des intérêts sociaux. C'est que les partis, le pouvoir politique doit représenter les intérêts sociaux, les demandes existentielles des peuples. Il n'y a pas de démocratie lorsque, le pouvoir ne représente pas les intérêts sociaux. Nous en venons, encore une fois de plus, à la thématique de la subordination de l'État et du pouvoir politique à la société civile. Je suis pour la République. En France, je ne voterai pas pour Marine Le Pen parce que son discours m'horripile. C'est un discours raciste. Qu'elle ait changé son nom en parlant de Front National pour Rassemblement National m'indiffère complètement. Vous voyez, la stigmatisation de l'étranger, la catégorisation, m'indiffère. Et j'ai fait d'ailleurs quelques analogies entre le cas allemand, où l'AfD néo-nazi fait face à la coalition SPD-CDU, et j'ai fait une analogie. Donc, d'après mes grilles de lecture, en Côte d'Ivoire, il y a un front identitaire qui se traduit dans le discours, dans les actions, et ce front identitaire anti-républicain, je le récuse. Je ne suis donc pas, on n'est pas récupéré par un pouvoir, mais selon ma grille de lecture purement scientifique, je considère qu'il y a, la République. J'ai d'ailleurs écrit sur Afinguessan pour que, justement, ils se définissent dans un socialisme du centre. Parce que notre tissu sociologique multiethnique ne peut pas supporter les extrémismes, et notamment les extrémismes confessionnels ou identitaires. J'ai donc pris parti pour la République. Et sur l'échiquier politique ivoirien, les coalitions et les partis qui se définissent dans la République ont a priori mon approbation. On retrouve dans nos textes de loi, à un moment donné, des idéologies ethno-nationalistes, jusqu'à l'utilisation de concepts dépourvus de toute notion juridique, tels que j'ai entendu parler de concepts culturels de l'ivoirité. Mais quand vous regardez la politique culturelle de la Côte d'Ivoire, vous ne trouvez aucune déclinaison. En revanche, quand vous allez dans les textes de loi, vous retrouvez la version politique de ce concept. Donc scientifiquement, lorsque vous regardez les traces matérielles, c'est un discours politique et populiste, et c'est une imposture. En Côte d'Ivoire, il faut combattre l'impunité. Alors j'entends aussi parler de réconciliation, mais une réconciliation dans l'impunité, ce que les gens demandent. Alors, vous voyez, il y a eu des dictatures. L'objectivité m'oblige à dire tout simplement que la Côte d'Ivoire n'était pas une dictature, c'était tout simplement un despotisme éclairé. Nous n'avions pas en Côte d'Ivoire l'état de Mobutu. Il faut être objectif. Vous voyez? Et donc, lorsque je parle du parti unique de Félix Houphouët-Boigny, moi, j'ai vécu, j'ai eu une bourse, je ne connaissais personne. Vous voyez, j'ai été assisté par un État qui était autoritaire, mais j'ai eu l'impression que j'étais intégré dans une nation. J'ai rencontré une diversité ethnique dans les classes, des Oulaï, des Baoulés, des Dioula, Doumbia, et nous nous sommes reconnus comme appartenant à la même nation. Vous voyez, j'en ai retenu de cette époque une volonté de distinguer, de particulariser les cas qui ne sont pas partout pareils. La science, c'est lire le réel dans le contexte de sa particularité. La Côte d'Ivoire était... Donc j'ai fait ce type d'analyse. Et finalement, le modèle, il est fondé sur... Je finis tout de suite. Sur l'alliance, le modèle ivoirien, il est fondé sur l'alliance entre ethnie et modernité. Tradition et modernité. Et pour la convergence, ça donne le développement.
parce qu'il faut que les particularismes ethniques s'ouvrent au vent du large, à la modernité, pour construire une nation en progrès. Vous voyez? Et donc, lorsque le président parle de rattrapage ethnique, je ne crois pas, encore une fois de plus, qu'il dise de donner le pouvoir aux nordistes pour en exclure les sudistes. Ce qu'il dit, nous sortions d'une guerre civile et il a parlé de rééquilibrage en vue de l'inclusion des diverses parties de la nation. Vous voyez? Eh bien, c'est la lecture que j'en ai faite. Et le discours politique, depuis 2011, depuis avril 2011, et même bien avant, il n'est pas exclusionniste. J'oppose ce discours intégrateur, accompagné par un travail de modernisation et de redistribution des infrastructures, au discours exclusionniste du chef du PDCI qui dit qu'un baoulé reste baoulé. Je vous dis, je suis baoulé, je me sens citoyen avant d'être baoulé. Et ce chef partisan, je l'identifie plutôt comme un milliardaire qui n'est pas de la même classe que moi. Vous voyez, je n'y vois pas un Akan. Je suis Akan, citoyen. Et je me reconnais dans la fraternité avec les BT de Gagnoa. Je suis né à Divo, j'ai grandi à Divo. Nous avons vécu de manière très conviviale jusqu'à la catastrophe des années 1990 qui a divisé tout le monde. Donc, je reviens pour dire tout simplement que lorsque le président parle de rattrapage ethnique, il parle plutôt de rééquilibrage. Et je l'aurais pris en défaut si justement il avait concentré le pouvoir, comme on le pense, dans les mains d'une ethnie, ce qui n'est pas le cas, pour être objectif. Les deux conférenciers ont clos la séance de travail du jour par l'actualité ivoirienne relative aux candidatures à la présidentielle d'octobre. Les candidatures obéissent à des règles. Ces règles sont connues. Vous remplissez les conditions ou vous ne les remplissez pas. C'est aussi simple que ça. Alors, la question est de savoir pourquoi des candidats qui savent pertinemment, qui ne remplissent pas les conditions, ont quand même déposé leur candidature. Je vais plus loin. Nous avons eu des candidats qui ont fait des chèques sans provision. Je pense que quand on candidate à une charge aussi haute, il y a un minimum. Et je suis pour qu'on légifère pour dire que ce type de candidats doivent être sanctionnés. Voilà. Parce que ce n'est pas normal. Bon. Alors, évidemment, il faut se poser des questions sur les motivations, les objectifs de ceux qui ont... bon, alors, je sais qu'il y en a qui ont buté sur le parrainage. Bon. Vous m'avez cité Toikeuse, il y a quelqu'un qui a cité Toikeuse. Laurent Gbagbo, la candidature de Laurent Gbagbo a été rejetée. Oui. Alors, la candidature de Laurent Gbagbo a été rejetée. Il ne remplissait pas les conditions. C'est pas plus compliqué que ça. Il ne remplissait pas les conditions et il le sait. Alors, mieux, il a été ému et reconnaissant aux partis qui l'ont porté sans son consentement. Parce que vous y croyez. Bon, vous voyez, je pense qu'à ce niveau, on ne peut pas... Bon, il y a des objectifs, il y a des stratégies également sur le plan des procédures qui se poursuivent. Mais, sincèrement, la vie d'un parti, c'est quoi? L'investiture. Un candidat. Nous avons des écoles où il n'y a pas de démocratie. Dans ces partis politiques, il n'y a pas de démocratie. Voilà quelqu'un qui est candidat sans avoir été investi. Il n'y a pas eu de convention, il n'y a pas eu d'assemblée, il n'y a rien comme ça. Quelqu'un se lève, il dit, bon voilà, vous êtes candidat. Sans même son consentement, sans même être informé, apparemment, si j'écoute bien Maître Abiba. Bon, sincèrement, qu'est-ce que vous voulez dire sur le plan juridique?
Alors, la question n'est pas là. La question, c'est un gros problème en Côte d'Ivoire. Mais des arguments. Mais la CEI n'est pas là pour juger c'est pas une cour d'appel. C'est pas une cour d'appel. Elle n'est pas là pour juger de ce qui s'est passé avant. Elle a des textes de loi, point final. Et pareil pour le Conseil constitutionnel. Il va falloir quand même qu'on dépersonnalise la politique. C'est pas une question de personnalité, de personne.